Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Pougoul et vous écoutez Navigante. Elle a un truc, comment dire? Un charisme qui fait d'elle assez naturellement la bosse. Sa voix est reconnaissable entre toutes, un peu rauque. La voix, c'est d'ailleurs important chez elle, pour elle. Elle s'y forme, lui accorde une grande place. Elle créera Les Dessous de la voile et où explore 2 séries de podcasts où 3 de ses centres d'intérêt vont se combiner, la voix, la voile et les histoires. 30 ans qu'elle œuvre au service de la communication. Dans le sport principalement et la voile particulièrement. Les grandes courses, les grands événements, les grands noms, elle a tout connu. Vendée Globe, Transat Jacques Vabre. Et puis elle aime penser, réfléchir, raconter votre histoire et la faire rayonner. C'est ça son credo. Elle n'est pas du genre à faire de l'esbrouf. Le concret, l'efficacité, ça lui ressemble. Elle est née à Nyon, en Suisse, a grandi à Versailles, a suivi des études dans l'agriculture et la biologie, bref, rien qui puisse laisser présager de cette formidable carrière dans le milieu du nautisme. Et puis il y a eu des rencontres, la création de Mille et une vagues et son agence de communication qui sera installée d'ailleurs sur les quais de Seine. L'eau n'est jamais loin. Une référence incontournable pendant 20 ans et précurseur aussi dans beaucoup de domaines, une société d'ailleurs 100% féminine. Elle est exigeante, réactive, empathique aussi, déborde de créativité. On a l'impression qu'elle a mille et une idées à la minute, active certainement, et puis elle ose aussi. Cette année encore, elle est la responsable de la communication et de l'éditorial de la Transat Café L'Or. D'ailleurs, elle a posté sur les réseaux sociaux 17 éditions de la Transat. C'était mon 16e départ, mon 10e dans l'organisation, c'est vous dire. Anne Millet est l'invitée de Navigante. Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Pourquoi est-ce que tu souris? Écoute, ça fait drôle d'entendre parler de soi parce qu'on est, j'entendais Caroline Muller à ton micro ou Laurence Dacoury et on est des gens de l'ombre et on n'aime pas qu'on parle de nous. Oui, bah, c'est bien Voilà. pour ça que je suis bien heureuse de t'avoir, tu penses bien? Alors ce 16e départ, raconte-nous. J'ai lu un peu, que ce soit les articles ou toi tes réflexions sur les réseaux. Donc effectivement ce 16e départ, c'est pas rien. Et puis, voilà, une première nuit déjà avec, des crises, avec des Ocean 50, qui chavirent où tout le monde va bien et c'est le principal. Oui. Heu, Comment il s'est passé? Comment ça va? Écoute, ça va parce que cette nuit j'ai dormi, on n'a pas eu de soucis cette nuit, on a eu une bonne nuit. Hier dans la journée aussi, c'était calme. Bon, on a quelques petits soucis, tu vois? Une latte, qui se déchire, il y en a des problèmes avec, les satellites, notamment Starlink, sur certains bateaux. Mais hier et aujourd'hui, c'était assez calme. Ce qui a été compliqué, je reconnais, c'est d'avoir une nuit blanche la veille d'un grand départ. Voilà, ça a pas été simple. On était un peu fatigués, mais tu sais, l'excitation, les skippers, l'organisation, cette ambiance, cette effervescence au moment du départ, ça nous porte et on tient pendant tout l'événement, puis on tombe un peu après. Anne, quand il y a des crises, justement, on imagine un peu le travail de la direction de course, on en a
pas mal parlé déjà aussi, notamment sur le Vendée Globe, par exemple. Mais dans ton secteur à toi, dans ton domaine à quoi, ça ressemble à quoi justement quand il y a des crises, des bateaux qui vont pas bien, des sauvetages à faire? Comment est-ce que, ça ressemble tes nuits blanches justement? À quoi ça ressemble? La première chose, c'est que je suis appelée par la direction de course en disant: «Voilà, on a un souci». Ensuite, j'attends et c'est cette période d'attente qui est assez longue. Cette période d'attente, elle correspond au travail de la direction de course avec le team manager pour savoir comment ça se passe, comment, si les skippers vont bien, quelles sont les décisions et il y a un moment où on me dit: «Ça y est, tu peux te mettre en contact avec le communicant du team». Et là, j'appelle, la personne qui est en charge de la communication de crise du team et on se met en accord. C'est-à-dire qu'on écrit un communiqué de presse conjointement, validé de leur part par, leur président ou par, le team manager, validé de notre part par la direction de course. À partir du moment où ce communiqué de presse très, très factuel, hein, il y a pas d'émotion, il faut vraiment être, uniquement dans les faits et valider. On valide ensemble une heure de diffusion parce qu'il faut préparer aujourd'hui les réseaux sociaux, le Mmh. site internet, l'envoi des communiqués de presse, l'envoi WhatsApp, d'un certain nombre de journalistes qui suivent la course de très près. On se cale sur une heure de diffusion de la part du team et nous et à l'heure dite, on envoie. Voilà et ça, en général, ça se fait entre, 1 heure et demie. Il faut que ça tienne dans 1 heure et demie de temps entre le moment où on m'annonce, la crise et le moment où on doit communiquer, on est dans 1 heure et demie. C'est clair que la nuit, entre minuit et 4 heures du matin, on est un peu plus calme. Les médias, en général, dorment et il y a Mmh. pas trop de médias, même si les 24 heures sur 24 sont là, on a plus de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des communiqués qui ont été plus faciles ou plus difficiles à écrire dans Oh ta oui, 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 carrière? oui, oui. Oui, il y en a eu qui ont été, difficiles, parce que, on n'avait pas de contact avec les skippers tout de suite. Je me souviens de Christopher Pratt quand il a chaviré sur l'Ocean 50. C'était un peu compliqué parce que tout de suite, on n'a pas forcément d'infos. Mais on tient et puis, on se dit: «La balise est là» et puis, en fait, très vite, on se rend compte que la direction de course quand même est est dessus, Mmh. avec les crosses. Donc on reste positif, hein, dans ces moments. Il faut éviter de paniquer, il faut éviter d'être dans une situation, d'émotion forte, hem et il faut avoir énormément de recul. Donc on prend, on attend. C'est l'attente qui est assez compliquée, en fait. Surtout, tu sais, quand ça arrive la nuit Oh et bah, qu'on oui. te réveille à 2 heures du matin, tu es un peu dans un semi-sommeil et puis là, t'attends. Alors tu tournes chez toi parce que, 2 heures du matin, en général, tu es soit dans une chambre d'hôtel. Nous, on est dans un Airbnb, tu vois, à Paris, là. Alors, tu es pas forcément chez toi ou des fois tu es chez toi et puis, tu tournes en rond. Alors tu oses pas prendre un café en te disant peut-être que tu dormiras 1 heure. Tu oses pas prendre une tisane en disant: «Faut pas que ça m'endorme». Tu grignotes, tu bois de l'eau et puis tu regardes la carto, puis tu fais des choses, de la compta, tu vois? Genre de choses en attendant et cette attente, elle est très particulière parce que tu es seul. Tu es seul dans cette attente-là et puis moi, c'est vrai que, à cette heure-là, je réveille pas mes équipes. Parce que, j'ai besoin d'elle dans la journée, parce que autant le communiqué qui est très factuel, je peux l'écrire, ça va, je peux le faire. Diffuser sur les réseaux, les sites internet, je peux le faire, mais j'ai besoin d'eux après, pour raconter, pour aller chercher les interviews, pour, raconter la météo, le moment où ça se passe, tout ça. Voilà et là vraiment, donc je suis un peu seule. Mais c'est un moment qu'on apprend à, on va dire, à gérer. Ça continue de te faire, quoi dans l'estomac et dans le cœur, les départs de course? Tu le disais, c'est ton 16e départ de cette, transat qui a fait l'or désormais. Exactement. Ben, tu sais, j'ai toujours la larme à l'œil. Je crois que pour chaque départ, quel qu'il soit, j'ai la larme à l'œil. La larme à l'œil parce que c'est des moments d'émotion, c'est des moments, même les plus grands skippers qui partent, qui ont l'habitude quand sont à 12, 13, 14, je sais pas, mais transat, ils ont aussi quelque chose et c'est palpable et cette atmosphère est incroyable et je trouve que c'est vraiment un sport d'émotion.
En fait, on ne peut pas être indifférent à tout ça. Moi, tu sais, ça me donne des frissons, et puis il y en a qui sont tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, tu vas croiser un regard et ce regard, waouh, tu vois, il va t'envahir, il va t'emmener dans quelque chose de fort. Donc même si je suis pas sur le ponton et que je suis derrière un écran, en fait, là où j'ai le plus d'émotions, c'est le moment on va dire, c'est les pontons. Une fois qu'ils sont partis en mer, tu es parti dans l'action, tu es parti, ça y est, ils sont dans un départ, tu as plein de choses à faire. Est-ce que le direct télé va bien? Est-ce que sur les réseaux tout est bien? Vous récupérez les photos en direct et non, du Tu coup, dans tu arrives l'action, dans quoi, ouais. tu es dans l'action. Mais le ponton, il y a une espèce de parenthèse, que tu vis et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le direct. C'est la première fois qu'on faisait un direct ponton, disons non, deuxième parce qu'on en avait fait un en 2021. Mais là, j'ai trouvé, voilà, il y avait de l'émotion et j'ai trouvé ça beau parce que on partage avec le grand public et le grand public doit sentir ça. C'est-à-dire que celui qui est pas sur les pontons, mais qui est ailleurs et qui est devant sa télé, j'aime qu'il ressente ça. Voilà, qu'on arrive à lui faire transmettre cette émotion. C'est pas facile quand tu habites, je sais pas, dans un territoire de terre, où il y a pas forcément d'eau, où il y a pas forcément de voile, que tu connais pas forcément ce sport. Si on peut leur amener, ce moment d'émotion, bah, on aura gagné des choses. C'est ça quand on regarde un peu les articles qui te concernent, Anne, il y a notamment quelque chose qui ressort aussi, c'est rendre, la voile, accessible, au grand public. Ça fait partie, de ça justement, l'émotion, les skippers qui quittent le ponton, ça fait partie de cette, ouverture au grand public? Bah, tu sais, je suis pas issue de ce monde-là, moi. Moi, je Mmh. suis une terrienne. Je suis fondamentalement une terrienne. Je ne navigue pas du tout. Les gens croient que j'ai navigué sur tous les bateaux, mais tu sais, je n'ai navigué dans ma vie que sur, Assez les Figaro et 2 bateaux de course. 2 IMOCA, j'ai navigué sur, Whirlpool avec Catherine Chabot après Ouais. son 1er Vendée Globe et sur, Safran, en 2017 après 11 ans de collaboration et j'ai navigué une seule fois sur ces bateaux. Donc tu vois, j'ai navigué que 2 fois sur des bateaux de course. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es la mieux placée pour justement, transmettre à ceux qui ne savent pas trop ce que c'est? Ben, en fait, on peut comprendre la voile sans la pratiquer. On peut comprendre la voile, sans effectivement être un quelqu'un né au bord de la mer ou qui a vécu avec ça, toute sa vie même. C'est un sport qui a cette émotion particulière de longtemps, d'un temps qui est long, dans lequel on peut s'installer dans une histoire. Je ferai un parallèle avec la montagne qui n'a pas Mmh. réussi fondamentalement à raconter ça parce qu'effectivement on n'a pas les mêmes outils. Tu peux pas demander à un montagnard de partir avec, tu vois, une valise à chef, un Starlink sur le dos, pour raconter son histoire, tu C'est vois? sûr. Donc on a cette chance, de pouvoir s'installer dans du temps et d'avoir du temps. Maintenant, je trouve que les réseaux sociaux, parfois, nous mangent notre temps et j'aimerais C'est que parfois, on ait des silences, notamment sur des courses qui sont un peu longues. Je trouve que le silence amènerait quelque chose de fort parce que on aurait une autre communication, un temps où les skippers se posent, soit sur leur bateau et de reprendre une communication, je pense, après 24 heures de silence, ça serait pas inintéressant. c'est un peu comme dans les histoires d'amour, créer le manque Oui. aussi. Exactement, mais oui, 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 mais Ouais. d'ailleurs on l'a vu. Tu vois, Violette d'Orange, elle a pas forcément communiqué tous les jours pendant le Vendée Globe, et je pense que le manque est intéressant et que Mmh. à l'heure, justement de ces réseaux qui partent en voilà, où on est dans l'immédiateté, le silence et le manque, comme tu dis, serait j'attends de voir ça, j'aimerais bien. Anna, à juste titre, tu le rappelais et puis on l'a dit dans l'introduction, c'est vrai que tu es une terrienne. Hem, on en parle de ces débuts justement, auprès dans les pieds dans la terre, les pieds ancrés. Je trouve que ça te ressemble aussi, de ce que tu es, aujourd'hui, d'avoir commencé les pieds dans la terre et bien ancré, dans la terre. C'est un peu étonnant effectivement de te voir, évoluer depuis 30 ans dans ce milieu, de la voile. Ça a commencé comment tout ça en fait? Alors effectivement, moi j'ai fait un BTS production végétale, donc j'étais, plutôt avec mes bottes, vertes plutôt que des bottes bleues, Bleu? dans la terre, avec la terre qui colle. J'étais, du côté de j'ai fait mes études à Magnanville, tu vois, dans les Yvelines. J'étais Mmh. tous les jours, j'étais sur le terrain. Sur le terrain, regarder les mauvaises herbes dans le blé, le colza et autres et puis, Alors quand attends, j'ai fini pourquoi?
C'était quoi l'idée J'étais à cette je voulais époque-là? être ingénieure agronome. C'était mon rêve D'accord. d'être ingénieure agronome. Au départ, quand j'étais petite, je voulais être fleuriste, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que d'être fleuriste, bah, j'étais enfermée dans une boutique et en fait, je suis quelqu'un qui aime être dehors et donc il fallait que je sois sur le terrain et effectivement, donc j'ai fait un doc de bio, à la fac d'Orsay et très vite, la fac était trop théorique pour moi. Il fallait que j'ai de l'action, il fallait que voilà, donc le BTS me convenait bien. Donc je suis partie, faire un BTS production végétale. J'ai adoré, on était 3 filles, sur 35, personnes. Les 2 autres filles étaient des filles d'agriculteurs. J'étais la seule un peu, alors j'étais un peu traitée comme la parisienne. Heu, J'habitais Versailles à l'époque. Tu viens de quel genre de milieu? Tes parents, c'était quel genre de milieu? Alors, ma mère pasteur, donc ça, très original. Oui, c'est pas mal. Voilà, donc plutôt voilà, spirituelle, intellectuelle, grande intellectuelle, ma mère. Vraiment une femme exceptionnelle et mon père, lui, avait une entreprise, de presse, mais dans la presse agricole et agroalimentaire. Mmh. Alors c'est pas forcément lui qui m'a intéressée à l'agriculture, mais je crois que le nombre de salons de l'agriculture que j'ai pu faire avec lui, m'a certainement orientée Tu sur, planté des graines. voilà, exactement, à planter des graines et donc j'ai commencé, vraiment à faire mon BTS et j'ai adoré. Puis après ça a été difficile parce qu'on était quand même dans un milieu machiste au possible et donc quand, j'avais 21 ans que je voulais chercher du boulot, on me disait: «Non mais attendez, c'est bien mais vous, dans 3 ans, vous faites des bébés». D'accord. Ah OK, d'accord. Donc j'ai été un peu dépitée, donc j'ai fait 2-3 boulots. Puis un jour, en 94, mon père venait de racheter une agence de communication, spécialisée dans le milieu, agricole et agroalimentaire qui s'appelait Icori. Et donc mon père me dit: «Écoute Anne, il recherche un CDD de 4 mois, là tu cherches du boulot, ça pourrait être pas mal pour toi». Alors en même temps, moi, être la fille d'eux, ça m'emmerdait vraiment. J'avais aucune envie de travailler dans cette boîte, mais j'avais pas de boulot. 4 mois, je me dis: «Bon, je vais essayer». Et donc j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante chef de publicité dans cette agence de communication pour Casillac, qui était donc un vendeur de matériel agricole. Va tracteur, moissonneuse-batteuse, on faisait de la publicité pour eux et au bout de 4 mois, le directeur de l'agence, me dit: «Écoute Anne, ton CDD arrête, mais j'aimerais que tu restes». Alors moi, je vais le voir et je lui dis: «Écoute Thierry, je veux bien, mais je vais être très franche avec toi, je veux pas surtout pas que tu me gardes parce que je suis la fille d'eux. Voilà, hein, je veux que tu me gardes Pour pour ce moi. que je suis, pour moi». Il me dit: «Non, non, mais j'ai envie de te garder pour toi, mais surtout je vais te mettre sur un projet». Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Est-ce que tu fais de la voile?» Pas du tout, mais alors absolument pas, je connais rien en voile, à part peut-être le nom d'Éric Tabarly, mais alors rien du tout. Il me dit: «Bah, voilà, on a un client, qui a rencontré 4 filles qui veulent faire, un tour du monde à la voile, la Whitbread». C'est un projet qui s'appelle Challenge Océane et il veut absolument qu'on les aide à trouver du budget. Bah, écoute, pourquoi pas? Moi, j'y connaissais rien du tout et donc en septembre 94, je fais la connaissance de ces 4 filles. Anne Combier, Christine Briand, Christine Guilloux et notre nouvelle ministre de la mer, Catherine Chabot. Catherine Chabot. Et je vois cet équipage féminin qui arrive, on fait, voilà, on et à partir de là, bah, je suis rentrée dans ce milieu-là. Au début, j'ai fait tout et n'importe quoi, on va dire. Assistant, on faisait des dossiers de presse qu'on avait mis dans des mais attends, je te jure, on recherchait des sponsors, on avait fait des boîtes en bois magnifiques, dans lesquelles on mettait un classeur personnalisé pour les entreprises et une coque en bois. D'un monocoque, à l'époque, et qu'on mettait dedans et moi, j'allais en voiture faire le tour des entreprises et je déposais ces magnifiques boîtes en bois dans les entreprises, pour rechercher du budget et en 94, on n'a rien, 95, les filles font, le premier tour de l'Europe sur un catamaran, qui était le catamaran Dupont-Durand. Elles avaient loué puis qu'on avait appelé, je crois alors excuse-moi, là, je peux me tromper dans les noms parce qu'on avait toujours Whirlpool, mais on avait des fois Femmes Europe 2, Gital Europe 2, Whirlpool Europe 2. Enfin bon, le nom de bateau a changé tout le temps et ce tour de l'Europe était exceptionnel parce que c'est la première fois que je mettais les pieds dans une course à la voile. Il partait de Venise, donc magique. C'est là où moi, j'ai commencé à rencontrer des Loïc Perron, des Jean Morel, des Laurent Bourgnon.
C'était Gérard Petitpas qui était organisateur du Tour de l'Europe. J'étais toute timide, je connaissais pas grand monde. On avait Olivia Payern comme attachée de presse et Bah moi, oui. du coup, je travaillais avec Anne Combier qui finalement, n'allait pas naviguer, restait à terre avec moi, avait commencé à prendre le rôle de team manager. Déjà très très en avance Anne, hein, sur, Exactement, qui a tout créé en à fait, c'est ce fait, qu'elle nous disait dans Un Navigante, c'est que quelque part elle a un peu créé le concept, à ce moment-là. de team manager, ouais. Mmh. Alors elle avait commencé un petit peu avec Thierry Péponnet, Oui, oui, ça oui, tout c'est à fait. clair. Mais là, on arrivait dans un autre projet, et puis là, moi, j'ai rencontré des femmes exceptionnelles sur ce bateau parce qu'il était 100 féminin. J'ai rencontré Kini Barad, navigatrice, Bien sûr. suisse qui est devenue une de mes grandes amies. J'ai rencontré, il y avait la princesse, Christina, la Christina princesse d'Espagne, bien sûr, eh exactement, oui! qui est venue naviguer et il y a Isabelle Autissier qui est aussi venue naviguer sur ce bateau. Enfin bon, c'était exceptionnel et moi, j'étais quelque part l'assistante d'Anne Combier. Je faisais de la logistique, je faisais un peu de tout. Donc on a commencé comme ça, 95 et puis, donc en 95 après ce tour du de ce on De cherchait l'Europe, encore des ouais. budgets. Ouais, tour de l'E ouais, j'allais dire tour du monde, tour de l'Europe. On cherchait encore des budgets, on n'y arrivait pas. On est parti, moi, en touriste un petit peu justement sur la Transat Jacques Vabre 95. C'est là où ça a été mon premier départ, où j'ai voyé ce que c'était, un départ de Transat Jacques Vabre incroyable et où je voyais vraiment ces grands noms, quoi. J'étais impressionnée, j'étais vraiment intimidée. J'étais quelqu'un de timide, vraiment timide. Et puis 95, pas de budget. 96, Whirlpool commence à dire: «OK, moi je veux bien vous accompagner». Mais c'était des budgets, si tu veux, presque au dernier moment, mais vraiment. Donc Parce que quoi? Parce que la conjoncture? Parce que c'était l'époque? Parce qu'un équipage avec des femmes? bah, parce que la Whitbread, en France, je pense que c'était trop international, équipage Mmh. féminin, des noms qu'on connaissait, mais le milieu encore voile était aussi encore macho, hein. Oui, C'était oui. des me pas mal de mecs, il y avait pas beaucoup de femmes, hein. Il y avait effectivement Florence Artaud, il y avait Isabelle Autissier, mais Catherine Chabot, Anne Combier, Christine Guillot, Christine Briand n'avaient pas forcément un nom dans la course au large, même si Catherine avait fait la Mini Transat. Donc on était dans un milieu où il fallait s'imposer et on a eu un partenaire extraordinaire, hein, Whirlpool, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis, mais effectivement, c'était un peu du one shot et puis au départ, on était toujours sur la Whitbread 97-98, faut pas l'oublier, hein. Mmh. Donc on était toujours sur un Challenge Océane, un projet d'équipage féminin et puis ce projet s'est progressivement, transformé en un projet, Vendée Globe de Vendée Catherine Globe Chabot pour Catherine. 96. Mmh. Ouais. Et un projet Vendée Globe qui s'est quand même, créé on va dire en un mois, presque un mois, 2 mois. C'est-à-dire que c'est en septembre, que VDH, donc Van den Ende, Jean-Luc Van den Ende, dit: Catherine, OK, je te passe, mon Mon bateau». bateau. Et là, Whirlpool nous suit, c'est complètement incroyable. Mais à l'époque, ça pouvait se faire, tu vois? Ça dit quoi, de toi, Anne, et de vous, mesdames, avec, Anne Combier notamment, d'arriver justement à monter un projet Vendée Globe en 2 mois? Ça paraît complètement dingue, hein, de dire ça en 2025. Oui, 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 mais c'était différent. À l'époque, tu prenais un départ de Vendée Globe, avec, un bateau. D'abord, tu avais pas de communication, hein. En termes de communication, faut pas oublier qu'à Mmh. cette époque, on n'avait même pas, les emails, hein. On n'avait pas de on avait très, très peu de téléphones portables. Moi, j'en avais pas, 96. Un site internet, c'est sur le Vendée Globe, moi j'ai découvert ce que c'était qu'internet avec le Vendée Globe 96, tu te rends compte? Non, mais J'étais je encore je au vois très bien. fax pour les communiqués de presse. Je me faisais engueuler par les pigistes, parce que les pigistes qui avaient des téléphones fax, tu sais? Oui, bah, L'horreur bien qui se sûr. faisait réveiller en plein milieu de la nuit parce que mon fax, le numéro avait été enregistré, c'était occupé, donc voilà. Écoute, moi je peux pas aujourd'hui, c'est clair que ça a tellement changé. 30, voilà, on va dire que presque 28 ans après, ça Après, fonde c'est à la normal que course. ça ait changé, on est bien Oui, d'accord. oui, oui, c'est normal. Mais à l'époque, c'était aussi on était dans quelque chose de normal, quoi. Quelque part, on se posait pas la question. À part que bon, ça a été un peu chaud pour organiser, tout le départ. Mais on avait un sponsor, on n'avait pas 36 000 sponsors, on y est allé, on a des gens qui étaient fidèles, mais qui nous ont soutenus, quoi. Il y avait une ambiance, une émulation extraordinaire. C'était un petit projet, mais voilà, on était motivés, engagés et c'est ça aussi ce sport, c'est l'engagement que tu peux mettre
C'est que tu comptes pas tes jours, tu comptes pas tes heures et puis tu as toujours des gens qui viennent t'aider. Tu as une solidarité incroyable et tu sais qui y avait comme préparateur? Des gens fabuleuses. J'avais Lionel Lemonchois, Oui. j'avais, et tu vois? On avait Juju, on avait des gens qui étaient Zolive, qui était quelqu'un, qui a travaillé longtemps après pour Gitana. On avait des gens de qualité qui étaient là et une grande, grande solidarité. Donc tout le monde mettait la main à la pâte et ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Voilà. Ça, ça révèle quoi chez toi justement ce Vendée de Catherine? 140 jours, hein, elle va mettre, je crois. Ça révèle quoi chez toi? Tu grandis de quelle façon? Alors qu'est-ce et si tu veux, j'ai eu l'impression que travailler sur un projet comme ça, c'était un peu toute l'histoire de ma vie. C'est beau! Comme je Ouais, mais comme je te dis, j'ai une mère qui était pasteur. Moi, j'ai été très, très engagée dans le scoutisme. Énormément, parce que je suis protestante, voilà. J'ai grandi dans le scoutisme, j'ai, fait du beaucoup de catéchisme. Ma mère a créé des groupes de jeunes notamment de 15 ans, 18 ans, on faisait beaucoup de camps, elle nous faisait faire des marches de nuit, elle nous emmenait dans des trucs complètement hallucinants, des rencontres avec des gens extraordinaires à Berlin-Est, des jeunes de notre âge qui étaient enfermés à Berlin-Est et nous, on était libres. Enfin bon, tu vois, j'ai cette notion d'engagement tout le temps et moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont dit ma mère, qui me dit: «Il faut que tu sois engagée, ma fille» et mon père, qui était chef d'entreprise et qui me disait: «Il faut que tu aies des projets, ma fille». Donc voilà, donc moi j'ai grandi avec faut que tu aies des projets, des engagements. Quoi de mieux que la voile? Tu as un projet et tu es engagé. Ouais. Finalement, je retrouvais, dans ces projets-là et dans ce qu'on me proposait exactement le fil, disons, l'éducation que j'ai eue et du coup et donc ce que peut-être je recherchais dans mon travail, tout simplement, en fait. Cette, cette aventure avec, Icori, ça va durer jusqu'en 1999. Heu et moi, j'aimerais qu'on parle de 2000. J'aimerais qu'on parle de 2000 parce qu'en à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, mais 1000 et une vagues. 1000 et une vagues, c'est quand même une sacrée aventure. C'est une agence, qui va perdurer pendant 20 ans, qui va être, une grande, grande, référence et puis, voilà, on pense à Caroline Conchetti, on pense à Soisy Guéot évidemment. Vous avez été un trio, très fort pendant des années. Hem Comment ça voilà, comment ça débute cette aventure, incroyable? Toi, tu vas voler de tes propres ailes après avoir acquis une belle expérience à Icori et puis auprès de Anne et puis il y a cette envie de fonder toi ta ton agence. Comment ça se passe ces rencontres? Comment est-ce que vous montez ça? Alors en fait, au départ, j'étais pas forcément, à vouloir monter ma société. Je quitte Icori parce que je travaillais pour Amélie Mauresmo et j'avais pas aimé, tu sais, justement ce sport où Amélie, hem, où les journalistes étaient très, à regarder tout ce qu'il fallait faire, tu vois? Les paparazzis et autres. J'ai pas trop aimé et puis, voilà, j'avais fait peut-être mon temps, donc j'avais envie de partir. Je voulais faire de la poterie, tu vois? J'étais partie d'Icori pour faire de la poterie. Finalement, ça a pas marché, puis, je reviens sur une course à la voile, je m'en souviens, en touriste, hein, Transat AG2R 2000 et là, je rencontre Éric Coquerel et Gérard Petitpas et puis je sais pas pourquoi je dis à Éric, «Si je me mets à mon compte, tu penses quoi?» Puis Éric, il me dit tout de suite: «Mais vas-y, fonce! Mais fonce, Anne!» Et je vais voir Gérard Petitpas, je lui dis la même chose. Il me dit: «Mais écoute, Anne, il y a de la place pour tout le monde, vas-y!» Et donc je Tu dis: quel «OK». âge à l'époque? Je vais avoir 30 ans, pile 30 ans. Et donc, je fais aussi le tour de copines. Tu vois, Olivia Payerne, qui est grande attachée de presse dans le sport, pas dans la voile, mais dans d'autres Dans le sports, sport, grande, ouais. grande attachée de presse, qui me dit: «Mais c'est génial, vas-y», voilà. Je vais voir Caroline Concetti, qui me dit: «Mais c'est top». Puis Caroline, elle me dit: «Mais Anne, je te déconseille de te lancer toute seule. Tu sais quoi? On va chez Ikea, on achète 2 tréteaux, une planche et j'ai de la place dans mon bureau et tu t'installes en face de moi». J'adore. Et je me souviens, on est parties toutes les 2 chez Ikea. Une journée de mai où je sais pas pourquoi, il faisait une chaleur de dingue et on s'est installés, je me suis installée dans les bureaux à l'époque, ils étaient à côté de l'église d'Auteuil, chez Caroline et je me suis mise en face de Caroline
et notre histoire, elle a commencé comme ça. C'est-à-dire que, on était l'une en face de l'autre et on a grandi ensemble, en fait. Et au départ, c'était drôle parce qu'elle, elle avait une stagiaire, Anne, Anne Chapeau, qui est restée quand même 4-5 ans avec nous et puis, donc on était en 2000. Moi, je prends Soisy-Kéo en stagiaire en fin 2000 et surtout là où Caroline a été d'une générosité incroyable, elle m'a dit: «Écoute, tu payes pas le loyer tant que tu as pas de clients». C'est gentil. Extraordinaire et très vite, grâce à Anne Combier, j'ai eu le CIDIL, les produits laitiers, qui était partenaire non seulement de la Fédération française de voile, mais surtout de l'équipe, de C'est France de vrai à l'époque. 49ers Oui, bien qui faisait sûr. les Sydney 2000 et donc j'ai travaillé pour l'équipe de 49ers, où ça a été compliqué parce qu'au départ, ça devait être, Marc Odino et Julien Farnarier Farnarier. qui Mmh. exactement, puis finalement, ils ont pas été sélectionnés, ça a été un peu difficile. Mais du coup, j'ai travaillé pour le CIDIL, sur les JO 2000. Ensuite, j'ai très vite été contactée par, la Solitaire du Figaro, automne 2000 pour travailler sur la Solitaire 2001. Ensuite, Gérard Petipa m'a dit: «Bah, je veux que tu travailles avec moi sur la Transat, Jacques Vabre 2001». Et en fait, voilà, j'ai commencé à travailler dans la voile très, très vite et en parallèle, on travaillait avec un mec que j'adore, mais Ce vraiment qui m'a aussi fait énormément grandir. C'est-à-dire qu'Anne Combier m'a énormément appris et j'ai un autre qui m'a appris dans la création, c'est Fred Bochel, qui nous a emmenés dans des événements complètement tarés. Ça, Heu, c'est sa patte, hein, à Fred, c'est sa marque de ah, fabrique, hein. complètement fou, la neige à Paris, Aller faire de la le planche à golfe dans voile en Paris, plein Paris, voilà. exactement et il nous a emmenés sur des événements fabuleux. Et Fred, ça a été un parallèle aussi dans cette créativité. Donc en fait, j'avais la voile un peu, comme fonds de commerce quelque part, parce que l'avantage de la voile, ce sont des dossiers qui sont longs. Tu pas ça dans d'autres sports, c'est vraiment des dossiers longs. Quand tu travailles sur une course alors, quand tu travailles pour des teams, c'est encore plus long et j'ai eu d'autres sports et en fait, le parallèle nous a fait grandir et en 2001, après quelques mois, on prend, disons, dès janvier 2001, Swazig arrive comme stagiaire et avec Caroline, on se dit: «Tiens, on lance Mille et une vagues». Mais on lance au départ un groupement de compétences. On voulait pas s'associer. Donc on a lancé un grand groupement de compétences Mille et une vagues qui a été pourquoi Mille et une vagues? Parce qu'on travaillait sur Paris-Dakar 2001. Donc on avait des dunes, on travaillait sur du ski, on avait les écoles de ski français avec le ski Open Coque d'Or. Et donc c'était des bosses et on se disait à l'époque, tu sais, on disait surfer sur la vague ou être dans le Bien creux de sûr. la vague. C'est plus du tout tendance, mais à l'époque, c'était des expressions vachement fun. Et il y avait le jeu de mots avec mon nom. Voilà, donc Mille et une vagues, c'était un peu comme ça que le nom est arrivé et c'est vrai que ça a été, 20 ans d'une association avec Caroline extraordinaire. Parce que Caroline, c'est presque l'opposé de moi. On disait que moi, j'étais, la Suisse protestante et qu'elle, c'était la catholique, italienne. Tu vois Caroline un peu Bien comme ça, sûr. avec beaucoup d'emphase et parlant et très créative et notre association, elle a été de cette elle est montée de cette complémentarité et elle s'est créée là-dessus, et ça a été 20 ans de bonheur, quoi. Vraiment avec Caroline, c'était mon duo. C'était mon duo, mais tu vois, étonnamment, on n'a jamais travaillé ensemble. On était rarement sur des dossiers ensemble. L'un des rares dossiers qu'on a fait ensemble, c'était le Vendée Globe 2004. Mais sinon, on a vraiment pas beaucoup, on avait chacune nos clients, hein. C'était assez séparé. Moi, j'étais RH, quoi, DRH quelque part, comptabilité, RH et Caro, c'était la création. Mais dès lors qu'on avait un appel d'offres, on se mettait ensemble. Elle amenait toute la partie, créa. Moi, j'amenais la partie plus organisationnelle. J'avais de temps en temps des idées un peu folâches, mais j'étais plus sur, quelque chose de posé, tu vois? Comment après ces idées, comment on structure ces idées. Et puis Caroline, elle a eu, elle, pendant, plus de 20 ans, Banque Populaire. Banque Populaire. Voilà, et moi, j'ai vadrouillé entre, l'organisation, les teams, voilà. J'ai évolué pendant ces 20 ans, beaucoup dans l'organisation au départ, jusqu'à ce que Penduick, vende quelque j'avais vraiment Penduick et Solitaire du Figaro comme gros clients. La Solitaire du Figaro, on est passé de relations presse à gestion de la communication avec Claire de Crépy qui nous a donné une liberté, magnifique, magique.
et puis, Gérard Petitpas qui m'a aussi été qui a aussi un tellement mentor parce qu'alors Gérard, lui, il nous prenait tous les matins devant la Carto pendant la Transat, Jacques Vabre à l'époque, avec, Valérie Beaulieu et Soisig et Mathieu Sarraut à l'époque et on se retrouvait derrière une Carto et il nous disait: «Bon voilà, voilà ce qu'il va faire» et il nous expliquait et Ce donc qui allait en se fait passer. exactement, donc moi j'ai compris et j'ai eu théoriquement, je comprends la voile, la météo, mais je pense que je suis une bonne théoricienne. En pratique, faut pas me mettre sur un bateau. Mais je pense que je suis une bonne théoricienne. Voilà. Et donc j'ai été formée comme ça par des gens fabuleux, fabuleux. Puis moi, j'avais aucune formation en communication, j'ai appris sur le tas. Caroline m'a appris, je l'ai vu comment elle travaillait. Donc en fait, quand je me suis mise à mon compte, je me suis mise en tant qu'attachée de presse au début. Et puis je me souviens très bien, c'est que, en 2007, mon père décide de transmettre son entreprise. J'ai aucune envie de récupérer son entreprise, mais il arrêtait pas. Je me dis: «Bon, je vais essayer de lui faire plaisir et puis comme ça je regretterai pas». Donc 2007, pendant 1 an et demi, je vais travailler normalement 80 pour mon père, 20 pour mêler une vague. Bon, ça sera 100 pour mon père, 50 pour mêler une vague. Et puis surtout qu'on avait signé en 2006 Safran. Donc je travaillais pour Safran, je ne travaillais plus pour Penduic. Parce que Penduic avait été vendu, tu sais, puis Gérard avait vendu ses parts au Télégramme, donc ils prenaient leur agence qui était Rivacom, donc effectivement, il y avait pas forcément besoin de Mmh. moi pour travailler sur ces événements-là et je continuais la solitaire du Figaro et du coup, j'avais signé Safran et en 2007, je continuais Safran. J'avais positionné Soisig, du coup, sur la solitaire du Figaro qui était mon doublon, qui était mon double, hein, quelque part, Soisig. Et puis, d'ailleurs, elle est restée jusqu'en 2011 sur la solitaire en responsable communication, jusqu'à ce qu'ils vendent justement aussi à OC Sport. Quoique c'est OC Sport plutôt prenne la gérance. Et j'ai fait 1 an et demi chez mon père et là, ça a été compliqué parce que j'étais plus sur un travail de terrain. J'étais dans de la presse agricole et je devais faire des sites internet et j'étais dans un bureau et j'arrivais à C'est neuf heures pas 30 toi le ça. matin. C'était pas moi. Voilà, exactement. J'ai tenu 1 an et demi. Puis au bout d'1 an et demi, j'ai dit: «Non, papa, je suis désolée, je peux Je peux pas». pas. Et puis, en même temps, il était pas prêt du tout, mon père, à transmettre, pas du tout. Donc en fait, ça l'arrangeait quelque part et je suis repartie sur le terrain. Je suis repartie. Voilà. Hem, donc c'était non, j'ai vécu des moments intéressants. Après, il y a des choses, je remarque que, par exemple, tu vois, je trouve il y a des événements qui sont plus compliqués que d'autres. Le Par Vendée Globe, je exemple? trouve que c'est un événement par exemple, le Vendée Globe. Quand j'ai travaillé sur, le Vendée Globe 2004, on l'a préparé en très peu de temps, hein. Nous, on a été mandatés officiellement en août pour un événement qui est parti en En novembre parce en que, novembre, ouais. ouais, parce que le Vendée Globe venait disons la SEM venait de racheter, Mmh. heu, en mars, avait eu la confirmation, qu'ils pouvaient racheter le Vendée Globe, à Genteau. Donc si tu veux, en mars, ils ont fait une conférence de presse, grâce à Denis Oraud qui était, à l'époque directeur de course de la Directeur de solitaire. C'est course. Mmh. lui ouais, c'est lui qui m'a amené sur le Vendée Globe et donc on fait vite l'annonce en mars 2004 et après en août, ils font un appel d'offres, on gagne l'appel d'offres et donc toi, très vite, il fallait qu'on fasse, pour un départ en 2000, en novembre quoi, fin octobre, novembre, quoi, début novembre. Donc c'était rapide, hein. On a fait Hein. un Vendée Globe très rapide et le Vendée Globe t'emmène vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir d'autres clients, c'est compliqué de faire autre chose que le Vendée Globe. Donc Bah, c'est si donc on long, l'a c'est si fait. Ouais. intense, c'est enfin, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais et ça a été ma et après j'ai dit, j'aime beaucoup le Vendée Globe mais partir quand tu es chef d'entreprise, c'est compliqué de partir autant de temps. Voilà. Donc après moi, j'ai pas voulu repartir sur un Vendée Globe et puis moi j'avais Safran avec, Marc Marc Guillemot au Guillemot. départ, Mmh. avec un des Vendée Globe les pires de ma vie, une expérience la pire, pire de ma vie, de 2012. Je crois que j'en ai un mauvais souvenir encore maintenant, tu vois? Où Marc, perd sa quille, 5 heures après le départ. C'était le Vendée Globe le plus court de mais j'ai fait des erreurs, hein, dans la communication, mais j'ai eu une telle agressivité Ah que bon? j'en étais ah!
C'est là aussi qui m'a conforté le fait de plus faire alors je faisais plus beaucoup de relations presse, c'était plutôt Swazig qui m'accompagnait. Moi, je faisais plutôt de com, mais j'ai définitivement arrêté les relations de presse après c'est en fait, si tu veux, il part, il fait demi-tour. Là-dessus, faut pas oublier qu'à l'époque, les réseaux sociaux commençaient, Mmh. qu'on avait l'AIS et que quelqu'un tweet: «Marc Guillemot fait demi-tour». Au moment pratiquement, moi j'étais à peine au courant d'un souci sur le bateau. Mmh. Je me fais incendier par la direction de course qui me dit: «Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un de ton équipe qui a tweeté, on est en gestion de crise, faut pas tweeter». Je lui dis: «Bah, attends, je fais une enquête, c'est pas possible». Donc on rentre en gestion de crise, du coup urgente, parce qu'on se fait harceler par les journalistes et en fait ce jour-là, Swazig avait un anniversaire important qui était l'anniversaire de sa sœur, mais une passage de dizaine. Et donc j'avais autorisé Spazic à partir. Donc je me retrouvais toute seule sur le terrain. Tous les directeurs et les boss de Safran, étaient dans le train et moi j'étais un peu Mmh. seule avec si une personne, le team manager et puis, le chef de projet Safran qui était resté. Et donc, nous on sait assez vite que Marc nous dit assez vite qu'il a perdu sa quille, qui était en plus, je sais pas si tu te souviens, on avait fait une grosse communication autour de cette quille qui était une quille en Mmh. titane. Bien sûr. Donc, qui normalement était très, 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 très solide. Donc, image de Safran, tu vois, c'était un peu compliqué. Oui, bien sûr. Et puis donc le bateau rentre, mais on communique pas sur la quille pour l'instant. On dit qu'il a tapé quelque chose, qu'on sait pas ce que c'est, on comprend pas, Et tu et il essaies de arrive chercher aussi qui a tweeté ou pas? alors j'essaye de chercher et en fait on n'a pas on pense que c'est un préparateur qui était au restaurant, qui discutait avec un autre préparateur et qui a dit: «Il y a un souci sur le bateau». On pense que c'est la quille et que quelqu'un a entendu. Ah C'est d'accord, bon. des suspicions, voilà. Mais pour moi, c'était quelqu'un d'anonyme. Quand j'ai retrouvé le tweet, c'était pas quelqu'un qu'on connaissait. Et puis, on on attend le bateau, il arrive à 2 heures du matin. On fait venir des journalistes et puis, là, je m'en souviens, Juju qui plonge et qui me regarde et qui me fait comme ça. Donc ça veut dire on arrête avec les journalistes. Alors et Là, on donc va juste, préciser Anne puisque nous sommes dans un podcast, Juju justement qui plonge, te fait ce signe de stop, le mais fameux signe stop. avec les 2 mains de stop. Voilà. Exactement. Et donc là, on arrête avec les journalistes, je fais le signe à Marc et Marc, en plus, il était cramé, déçu, dépité. Donc on dit qu'on fera voilà, qu'on fera un point le lendemain et que là, il faut que Marc se repose. Et Juju sort du bateau, il nous dit: «Mais il y a plus de quille. En fait, il restait 20 Mmh. centimètres». Donc on se réunit dans le bateau. Le président de Safran était dans un avion, donc il atterrissait, je crois, si mes souvenirs sont bons, vers 7:30 du matin, heure française et je crois qu'il partait à l'étranger. Donc on a préparé un communiqué de presse. Donc moi déjà, hein, je dors pas de la nuit, je prépare un communiqué de presse validé par la direction de la communication à distance et tout et il est acté qu'on communique à 8:00, 15. 8:15, moi je suis derrière mon ordinateur, je mets, sur à l'époque WhatsApp existait pas. Donc je mets j'envoie le communiqué de presse, je mets sur Twitter, je mets sur Facebook, Instagram n'existait pas évidemment et là j'appelle des journalistes dans un ordre de priorité, dont l'AFP en premier, qui était pour nous important, l'équipe et en parallèle de l'équipe, j'ai Corinne Boulou qui m'appelle de Europe Europe 1? 1 donc je la prends et sur la route, tu vois, je fais comme ça, j'envoie des SMS et tout. Mais je pouvais pas appeler tout le monde et j'avais promis à Swazig j'ai envoyé un message à Swazig en disant: «Il va falloir que tu m'aides là». Mais je pense que je l'ai réveillé un peu trop tard et quand j'arrive, au PC, je me fais en fait incendier. Incendier parce que, il y a des journalistes qui ont été prévenus en France Bleu et ils auraient voulu que je les appelle, Mmh. mais je pouvais pas. J'avais qu'un téléphone et pas de WhatsApp. Je me suis fait véritablement traiter de conne et de salope. Mais non, Mais vraiment, mais je mais te quelle promets, horreur! j'ai été insultée en salle de presse.
Là-dessus, Comment tu réagis, résistes à ce genre d'agression? je prends sur moi, je suis très fatiguée, hein. Je prends sur Oui, moi bah, raison de plus pour, et je m'excuse en disant: «Bah, je peux pas faire mieux, je peux pas faire mieux, j'ai qu'un téléphone, heu, oui, mais tu aurais dû penser à moi», et en fait, c'est l'ego. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que la priorité en fait, le média veut avoir la primeur et en fait, c'est cette primeur qui fait qu'il y a cette agressivité, en fait, et je le comprends bien, mais du coup, j'encaisse. Là-dessus, on m'avait demandé, à ce que, Marc fasse une interview pour les salariés de l'interne de Safran. Mmh. Donc j'avais donné rendez-vous au sein à l'époque, à Annecy Event, à l'époque, pour une interview de Marc près du paddock, et puis on avait, nous, dans le communiqué de presse, donné rendez-vous à 10:30, pour une conférence de presse. Donc 10:00, Marc est là, je décale l'interview à 10:15 et en fait, il y a quelqu'un qui voit Marc répondre à une interview télé, et là j'ai, Liliane Frettet, qui était service de presse à l'époque du Vendée Globe, qui m'appelle, qui me dit: «Anne, qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Comment ça?» Et elle me dit: «Il y a les journalistes qui viennent d'entendre que Marc donnait une exclusivité télé. Ils sortent tous de la salle de presse en courant Mmh. ils sont en colère», et là, La j'ai fronde. Marc, je prends Marc par la main, on descend et je me prends une horde de journalistes en remontant tout le ponton du Vendée Globe, en me disant: «Comment ça? Tu as fait une exclu?» Je dis: «Non, c'était pas une exclu, c'était pour de l'interne. C'était vraiment une vidéo interne, quoi», et là, j'ai tous les médias et je te promets, je tenais Marc dans la main, puis je dis: «Marc, on y va, dis rien, on va à la conférence de presse». Mais je te promets, je me sentais mais agressée, On sent que et on ça t'émeut remonte. encore, Ah, ça aujourd'hui, hein? m'émeut. Ah oui, franchement, j'ai jamais vécu une agression comme ça. On arrive à la conférence de presse, une tension, tu peux pas t'imaginer. J'avais refusé tout animateur, j'avais tout refusé. J'avais refusé aussi qu'à l'époque, le président de l'ASEM prenne la parole, et j'avais installé Marc, j'avais pris le micro et j'avais dit: «Voilà, hem, Marc va vous raconter ce qui s'est passé. Il y a pas de questions-réponses pour l'instant, il y a pas d'animateur. Il va parler et à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions». Et Marc a raconté ce qui s'est passé. Il y a eu des questions-réponses à la fin, et à la fin de la conférence, tous, pas tous, mais j'ai quand même quelques journalistes qui sont venus s'excuser. Ah, Je suis rentrée chez moi le soir, il y a une copine qui m'a dit, j'étais en voiture, qui m'a dit: «Tu prends pas la voiture?» et qui m'a emmenée chez moi. Je suis arrivée chez moi, j'ai tu pleuré? éclaté en sanglots, j'étais, tu vois? Là, j'ai tout est parti, tout est Tout redescendu, quoi. redescendu, tout est ah ouais, ça a été ça, parce qu'après la conférence, fallait gérer les directs, les machins, et ça, je t'avoue que c'est la pire des agressions que j'ai subies, et j'ai trouvé que j'étais plus faite pour être attachée de presse. Je pouvais pas subir cette agression. Alors j'ai fait des erreurs certainement, j'aurais dû se réveiller Mais sur qui les n'en fait pas? plus tôt, voilà, mais j'ai trouvé que ça avait été violent, vraiment violent. Ça t'a Voilà. rendue, forte de quelle manière? Et ça t'a fait basculer dans complètement autre chose, du coup? Alors, ça m'a rendue forte, mais ça m'a rendue aussi, j'ai eu beaucoup plus de recul sur la communication, et en fait, je me suis rendue compte que je suis devenue plus quelqu'un d'information que de communication, et que, du coup, quand j'avais, une communication à faire, j'essayais d'être le plus factuelle possible et d'être très rigoureuse. En fait, sans émotion, sans rien, sans, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, je devenais très professionnelle dans la diffusion de l'information. Trouver l'ensemble des canaux, voir, et sans privilégier quoi que ce soit, mais en étant, tu vois, le plus neutre possible dans la façon dont on pouvait diffuser la communication. Ça, c'est la première chose que ça m'a vraiment appris et que j'ai mis en place, et puis, après effectivement, j'ai commencé à être plus dans la communication, dans l'éditorial Mmh. et dans le raconter une histoire plutôt que dans les relations presse. Et j'ai commencé effectivement à accompagner, les événements ou les marques plus sur cette partie-là, de gestion de la communication globale.
Et ça, j'ai adoré. Et là, moi, je suis partie, dans des histoires fabuleuses parce qu'au départ, Safran, c'était pour des relations presse qui nous avaient mandatés. Puis de relations presse, moi, on me donne ça, puis je donne ça. Le problème, Je prends. c'est que je rentre à droite, à gauche: «Mais vous faites ça, mais attendez, il faudrait faire ça et machin et tout ça et en fait, j'ai une vision, tu vois? Ce que j'aime, moi, c'est ça, c'est voir un 360 et dire: «Mais attendez, si vous faites ça, pourquoi me mettre ça?» Et là, je me suis vraiment amusée. Safran a été l'un des clients que j'ai qui m'a aussi fait grandir parce qu'on a été dans une vraie collaboration avec eux et et puis les événements après, oui, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, même si ça change, même s'il faut se remettre en cause, même si, il faut tout voir et puis que la façon de gérer la communication, puis même les teams, hein, changent. Tout Mmh. change. Donc il faut perpétuellement se remettre en cause et essayer d'avancer, avec, ce qu'on nous propose aujourd'hui. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va mettre un terme à ces 20 ans? Pour partir vers d'autres aventures, hein, parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi qui caractérise Anne, hein. C'est que ça s'arrête jamais vraiment, hein. Il y a quand même, aventure et aventure et je vais aller découvrir encore des choses. Ah oui. C'est dans l'introduction, 1000 et une idées à la minute. Alors c'est peut-être pas à la minute, mais on a l'impression quand même que ça fourmille beaucoup. Ça va s'arrêter, pourquoi? Avec de l'amertume, pas d'amertume, c'était la fin d'une histoire et c'était normal? Il est une vague, en fait. Ce qui a été compliqué, c'est que, ben, l'aventure avec Banque Populaire s'est arrêtée fin 2018, après 20 ans de collaboration et qu'on s'est retrouvés c'était quand même un gros client de Ouais. l'agence. Donc on s'est retrouvés 2019, où ça a été compliqué et puis, bon, ça a été compliqué pour Caroline, pour nous, hein, tu sais, quand pendant 20 ans, tu es avec un client, et que tout d'un coup, ça s'arrête, ben, voilà, c'est et que tu l'as pas prévu, c'est ça qui est difficile. Il faut faire un deuil. Il faut faire Mmh. un deuil et donc il a fallu qu'on fasse le deuil de cette histoire. Il y avait peut-être aussi le fait qu'on était, un peu trop dans la voile et peut-être qu'on n'a pas réussi, les dernières années notamment, sur 2017 et 2018 à se diversifier alors qu'avant on était toujours, sur d'autres sports. Mais 2017-18, on se retrouvait un peu trop sur de la voile et puis quand tu as un bateau, ben, c'est pas facile d'en avoir un deuxième aussi, moi je trouve, parce que tu donnes beaucoup de Mmh. temps. Donc en fait, financièrement, on était un peu fragile. Quand on est rentré dans le covid, on était un peu fragile. On se remettait beaucoup en cause, Caroline, avait aussi d'autres envies, ce qui était normal parce que Caroline a été vraiment mon duo, mon binôme, hein, et elle avait envie d'autres aventures parce que je comprends, hein, le deuil fait qu'à un moment ou à un autre, tu as peut-être besoin d'une rupture et le covid est arrivé par là. On rentre, on a moins de trésorerie, c'est difficile. Moi, je vois pas des perspectives de sortie de covid donc en fait, c'est venu naturellement en disant, financièrement, on tient pas. Moi, mon père était décédé, j'avais des parts, en fait, j'étais avec mon père et mon frère et ma mère, on était actionnaires de la boîte de mon père où il y avait plus d'activité, mais où il y avait un peu de trésorerie. Donc j'ai absorbé mille et une vagues dans cette société et puis, Caroline et Soisig ont cédé leurs parts. Et moi, je les ai gardés au début en prestataire parce que tu sais que ce qui est difficile, c'est que dans une entreprise, c'est pas tes clients, c'est les clients Bien d'entreprise. Donc, sûr. pour Mmh. pas qu'elles rachètent leurs clients, enfin, on essaie de trouver des solutions, tu sais. Donc, elles sont devenues prestataires de la SIAC. Et puis après, comme ça, elles ont pu récupérer leurs clients. Mais, et puis, ça nous a permis de faire un départ, si tu veux, plus en douceur. Ça a été difficile. On n'est pas fâchés, en fait. On n'a pas arrêté mille et une vagues pour incompréhension ou autre. Bien sûr. C'est l'histoire d'une conjoncture, et puis effectivement peut-être d'un deuil difficile à faire, pour elle comme pour moi, hein, parce que c'était pas facile, pour aucune des 2. Et donc on s'est arrêté. Il a fallu rebondir. Moi, j'avais, la Transat, Jacques Vabre qui a été pour moi, ben, quelque part un Salvatrice? pilier. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ça a été, ben, en fait, ça a été toujours un pilier parce que mon père est mort une semaine avant, l'ouverture du village de la Transat, Jacques Vabre 2019. Tu vois? Mmh. Donc quelque part, j'ai une histoire avec cette course qui est assez forte. Et puis c'est une course que j'aime. Franchement, j'aime Mmh. beaucoup cette course. Et donc moi, elle m'a tenue, tu vois? Parce que franchement, tous les 2 ans, tu reviens, puis en fait, tu la prépares quand même malgré tout chaque année. Hem et Caroline, il a fallu qu'elle se reconstruise. Donc voilà, donc c'était mais on est toujours en contact, hein et on se manque.
On se dit qu'on se manque. Voilà, c'est réciproque, et moi, oui, après je suis partie aussi, j'ai fait, les podcasts, Les Dessous de la voile, que j'ai adoré faire, mais c'est pareil, moi je me suis investie à fond là-dedans avec, Olivia et Vanessa, mais il y a un moment, c'est aberrant. On faisait du bénévolat dans un milieu qui est censé te payer, donc au bout de 2 ans et demi, tu te dis que bon, voilà, c'est bien, c'était une belle aventure, mais on arrête parce que ça commençait plus trop à être viable. Mais oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. À un moment aussi, je faudra que je dise au revoir à ce milieu parce que, parce qu'on vieillit et puis qu'il y a un moment où j'ai moins peut-être moins j'aurai moins d'énergie, j'aurai moins d'envie, puis on se fait dépasser peut-être par les jeunes qui sont derrière et qui Tu as disent, cette impression-là? parfois. D'accord, ouais. Parfois. Parfois parce que, alors j'ai de la chance de peut-être sur un domaine, un peu particulier qui est l'éditorial, puis un métier finalement que j'ai aussi un peu créé avec des personnes Exactement. autour de moi. Hem, je suis pas la seule, hein, je pense à Fabienne Morin qui fait aussi, de l'accompagnement de partenaires aussi en communication, hein, qui est pas que des en relations presse. Je pense à Winreport, faut que j'arrête, à Disobé, qui a aussi toute cette partie, où on raconte des histoires. Mais Yannick tu sais, Perrigo? Mmh. mais Yannick Perrigo, on a grandi aussi ensemble, hein, lui, il a aussi, moi je l'ai connu en 96 il était journaliste, hem, sur la Québec Saint-Malo, il travaillait dans une radio malouine. Tu vois? Il avait pas encore, sa société et en fait, tu as des noms comme ça où on se suit. Mais tu vois, c'est ce qui est drôle et ce qui parfois me fait un peu bizarre, c'est que on me dit souvent, «Tiens, tu es l'un des piliers de la course au large, tiens, l'histoire de la course au large», et en fait, j'ai l'impression parfois d'être, tu sais, d'être un espèce de vieux truc qu'on a et on dit: «Bah, voilà, faut, ouais». C'est j'ai en même temps ce sentiment d'être parfois un peu dépassée, surtout sur les réseaux. Je reconnais que les réseaux me dépassent parfois. Heureusement que j'ai des équipes, fabuleuses, et une fille que j'aime particulièrement qui travaille avec moi d'ailleurs, Enora, heu, qui est extraordinaire. J'ai des équipes fabuleuses. J'ai toujours réussi en fait à me À t'entourer? ouais, en fait, j'ai toujours ce que j'aime particulièrement, c'est j'aime travailler en équipe Mmh. Ça se sent. et en et ce qui a été difficile pour moi, c'est quand on a arrêté Mille et une vagues, bah, ça a été dur. Ça a été très dur et parfois j'appelle Caroline et je lui dis: «Tu sais, j'ai ça à faire, tu veux pas m'aider? J'aimais bien nos échanges». Et ça me manque, ça me manque. Alors quand je travaille sur, des projets, j'ai besoin de travailler en équipe parce que j'ai besoin ouais, de déléguer, de partager, d'avoir des idées et puis ça fuse et puis on discute et puis on construit comme ça ensemble. Voilà, ça j'aime vraiment, vraiment. J'espère que oui, j'espère que je transmets ça, cette passion du travail d'équipe et cette collaboration. J'adore ça. Mais donc c'est pour ça que quand je suis sur une course, bah, je donne parfois un peu trop. Hem, heureusement que j'ai un compagnon compréhensif et des enfants, qui sont indépendants, quoi indépendants, c'est encore, ils sont pas complètement autonomes, quoi, mais qui disent rien. Voilà. C'est la question que j'allais te poser évidemment. Comment est-ce qu'on compose? Comment est-ce qu'on compose, Anne? Avec, un métier, passionnant, passionnel, et puis, une vie de famille, qui est là aussi, qui est riche, d'un mari, qui est riche, d'enfants. Comment est-ce que tu as, réussi à mener tout cela de front? Ça n'a pas toujours été facile, hein, ça n'a pas toujours été Ah ça, je dis pas le facile, contraire. parce que tu vois, je m'en souviens alors autre quand j'accouche du premier, je c'est la fin du contrat avec mon père. Mais Vendée Globe 2008 de Marc Guillemot, j'arrive, je vais en touriste un peu sur le Vendée Globe avec mon fils qui avait, 2 mois et demi. J'ai eu une mère fabuleuse qui nous a énormément qui prenait les enfants, tout le temps, voilà. Un compagnon qui est un père exceptionnel et qui vraiment gérait les enfants, aussi. Mais il y a eu des moments effectivement, pas simples, mais moi je suis quelqu'un, je suis un peu comme mon père, je suis fondamentalement indépendante. C'est peut-être ce qui est aussi compliqué pour, les gens qui vivent avec moi. Fondamentalement indépendante et je donne beaucoup de liberté. Je suis une femme très libre et dans ma tête, hein, et j'ai, un peu poussé mes enfants à être comme ça.
Donc j'ai des enfants qui sont autonomes, assez libres et donc voilà, il y avait pas cette, cette Culpabilité. Mmh. culpabilité de partir. Après, j'ai réussi à gérer mon métier où, ils sont rarement allés je suis très souvent allée les chercher à l'école. En fait, quand j'étais sur un événement, j'étais pas disponible, mais dès lors que j'étais à la maison, j'étais cent disponible. pour 100. Voilà et je pense que, c'est tout un je m'en souviens d'une grande discussion, sur les femmes qui partaient, sur, le Vendée Globe, qui laissaient leurs enfants de, 1 an ou 2 ans, pendant Hein. 3 mois et ben, moi, je dis: «Tu peux le faire à partir du moment vaut mieux quelqu'un qui soit pas là pendant 1 mois ou 2 mois, mais quand elle est là, elle est disponible, que quelqu'un qui est là tous les jours et qui est pas disponible». Donc je pense que la disponibilité, elle est importante, elle est fondamentale. Alors c'est vrai que des fois, ça me joue des tours. J'ai un fils qui fait beaucoup de tennis et des fois, je suis en tournoi de tennis avec lui, puis j'ai des réunions parce que ça se joue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, hein. Pas de la nuit, mais du jour en tout cas. À 4 heures de l'après-midi, il est en école de tennis, donc tu vois, en sport-études, et il me dit: «Il faut que tu viennes m'accompagner» parce que donc des fois à 3 heures de l'après-midi, je lui dis: «OK, mais j'ai une réunion». Alors je suis là, je regarde mon fils, puis je dis: «Ma caméra, excusez-moi, j'ai un problème de réseau». Je coupe ma caméra, mon son, puis je fais: «Allez, vas-y, vas-y». Tu vois? Je m'allume, je dis: «Excusez-moi, j'ai vraiment des soucis de connexion. Je vous écoute, bien sûr. Non, non, mais non, je suis pas d'accord avec ça» et en fait, c'est assez drôle, ça fait des situations cocasses, tu vois? Mais je suis là pour mes enfants aussi, puis j'arrive à gérer les 2. Bon, des fois, j'ai peut-être loupé des trucs, j'en sais rien, on le saura peut-être plus tard et puis, oui, c'est pas toujours facile, mais je suis très bien entourée et donc voilà, ça le fait bien. Quel regard tu portes, sur, les femmes justement qui sont de plus en plus nombreuses, alors pas encore assez, mais là l'exemple de cette, Transat Café L'Or pardon, en est un bel exemple avec, ses duos, 100 féminins, ses duos mixtes aussi. Quel regard tu portes dessus, toi qui as forcément vu évoluer tout cela? Mmh. Si tu veux, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que ce sport, qui est quand même l'un des rares sports mixtes, on va dire au Bien monde, sûr. permet ça, où la femme est véritablement, égale de l'homme. Ça, tu vois, tu as très, très peu de sports où c'est pareil. Donc ça, c'est extraordinaire et je trouve que plus la femme amène toujours quelque chose quelque part. Elle amène une autre façon de naviguer, une autre façon d'interpréter, la stratégie, et je pense qu'elle apporte aussi beaucoup à l'homme. Je suis pas une néo-féministe. Je suis une féministe parce que j'estime qu'on a en tout cas professionnellement les égaux des hommes, les égales des hommes. Hem et je trouve que même, la mixité est magnifique parce que c'est cette Mmh. complémentarité-là qui fait qu'on avance et qu'on y va et je comprends pas encore aujourd'hui, qu'il y ait des hommes qui se posent la question, de savoir, bon, s'ils doivent choisir entre un homme et une femme, qu'ils hésitent, tu vois? Je pense que la femme, même si, peut-être techniquement, elle peut avoir, un peu moins d'expérience parce qu'elle a moins navigué, je pense qu'intellectuellement, sur une analyse, sur de la tactique ou autre, elle a une certaine finesse et je pense qu'aujourd'hui, il faut des femmes partout. D'ailleurs, le fait qu'il y ait plus de femmes team managers, Mmh. le fait qu'il y ait, des équipages de plus en plus et mixtes ou 100 féminins, c'est hyper intéressant et je suis ravie quand on voit Charlotte Evans, ce qu'elle a fait sur la solitaire. Mais tu te dis: «Voilà, quoi», tu vois? C'est magnifique. Après, moi, ce dont je rêve, c'est qu'on arrête de se gargariser parce que c'est une femme, tu vois? Et qu'on dit: Oui, «C'est bien sûr, normal». que ce soit Voilà, normal. c'est normal. Par contre, ce que je trouve encore hallucinant, c'est que les femmes ont encore du mal à trouver du budget et encore du mal à ce qu'on les considère, comme des compétitrices. Voilà et ça, je trouve ça triste parce qu'elles doivent mettre 2 fois plus d'énergie à montrer qu'elles peuvent y aller. Ça, c'est j'espère qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois, quand là, Francesca Clepsich, Capiche, s ouais. ouais, Clepsich, Oui, non, là, mais je elle touchais. tu as raison, elle fait une course magnifique. Ce qu'elle fait là, c'est beau. Mmh. Elle est 4e, elle est devant, tu vois? Elle est aux avant-postes, super. Une Justine Justine Métro sur le Vendée Métro Globe. sur le Vendée Globe, 8e heu, sur son 1er Vendée. exactement, c'est extraordinaire. On y a du potentiel. Il y a énormément de potentiel
et il faut les considérer comme des concurrentes à part égale. Voilà. Anne, si je vais te poser la question à 28 000 $. Ouais. Si tu prends le temps de te retourner un tout petit peu, qu'est-ce qui te rend la plus fière? Même si je sais que très souvent vous êtes à me dire, «J'aime pas trop ce mot-là, fière». Je prends ce mot comme, quelque chose de très positif. Ouais, alors moi, je vais dire une chose, si je suis fière de quelque chose. Je Mmh. suis fière de Mille et une vagues, véritablement, et je suis fière de ce qu'on a créé. Parce qu'aujourd'hui, quand je viens ici, quand je vois les Mathilde Mermot, les Charina Moulik, même les Aline Bourgeois qui sont passées chez Mille et une vagues, quand je vois toutes ces filles ou attachées de presse, qui aujourd'hui, sont là, ont grandi, heu, bah, je suis fière d'elles. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est que, Charline, me disait: «Elles ont un groupe de copines». Mais vraiment, elles se font des week-ends ensemble et que Mille et une vagues, aujourd'hui, elles ont un véritable groupe d'amis, issus de Mille et une vagues. Et c'est drôle parce on dînait avec elles au Havre et avec, Charline et Mathilde et il y en avait certaines qui disaient: «Ouais, mais moi, j'étais avant, tout au début de Mille et une vagues. Moi, j'étais là, Charline, quand toi, tu étais pas chez Mille et une vagues» et autres. Et elles commencent à dire, les filles: «Bah, pourquoi on créerait pas un label Mille et une vagues?» Et là, Mmh. tu vois, je me suis dit: «Avec Caroline, on a réussi quelque chose». On a transmis, des valeurs, on a transmis, de l'humanité, on a transmis, du professionnalisme et ouais, là, j'étais fière. J'étais fière de Caroline et moi et de ce qu'on a pu, puis même Swazig, ce qu'elle est devenue. Elle est indépendante, autonome. Alors Swazig, c'est particulier. Swazig, c'est ma petite sœur. Swazig, Mmh. c'est voilà, ça a été, et je pense que, heu, quand Mille et une vagues s'est arrêté, Caroline a toujours été mon associée. Donc on était, tu vois, on était au même niveau. Une de mes très grands Caroline, c'est une de mes très grandes amies. Swazik, c'était plus compliqué. C'est un peu une petite sœur et je pense qu'à un moment, la rupture, oui, aussi pour moi comme pour elle, était difficile. Parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble que se dire au revoir, c'était pas facile. Voilà. Donc et là, je la vois, elle grandit, hein, aussi. Elle a pris son envol, elle est indépendante. Elle n'aura pas passé ses 20 ans chez Mille Vague, elle a fait 19 ans. Elle n'aura pas eu la médaille du Mmh. travail, dommage. Mais non, je suis fière de les voir aujourd'hui et de se dire, la relève est là et c'est une belle relève. Attention. Merci infiniment Anne d'avoir été, l'invitée de Navigante. On pourrait, continuer à t'écouter, des heures et des M heures et des heures. En merci, tout cas, merci Hélène. c'était super, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, merci mille fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17 h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.